Bien, bonsoir à tous. Il est 18 heures pile pour ces huitièmes mercredis d'Athéna dédiés à un sujet historique. Je suis Valérie Berthaud, présidente de 3AED IHEDN et les mercredis d'Athéna sont en partenariat avec l'Association de l'armement terrestre et traditionnellement, je fais ce qu'on appelle la Welcome Address et Jean Amiot, président de l'AAT, fera la dite Farewell Address. Ce soir, nous accueillons le commandant François Guichard, capitaine de vaisseau, qui va nous parler de l'histoire du premier sous-marin né au milieu du 19e siècle, sur lequel il a fait pas mal de recherches. Alors, pourquoi nous parle-t-il de cela? Eh bien, parce que, comme ancien commandant de sous-marin, passionné par son métier, François a passé quelques 28 000 heures sous l'eau, c'est-à-dire un peu plus de 3 ans et demi. C'est aussi le vice-président de 3AED IHEDN et il est aussi auditeur de la 54e session armement, économie de défense de l'IHEDN. Père de famille de Rochefort, c'est aussi un passionné d'art contemporain. Donc François, on va avoir le plaisir de t'écouter. Tu es aussi l'auteur d'un livre dont tu vas avoir l'occasion de nous parler. Nous allons avoir le plaisir de t'écouter nous conter l'histoire du premier sous-marin, la naissance d'une arme, les sous-marins d'avant Jules Verne. Donc François, je te passe la parole et tu peux aussi partager tes supports de présentation. Bienvenue à toi. Alors, merci Valérie, j'ai un petit peu de technique à faire, je suis désolé. Bonjour à tous. Voilà, je suis dans mon bureau à Ballard. Bienvenue au ministère des Armées. Il y a des risques non nuls que d'un seul coup la lumière derrière moi s'éteigne parce que à Ballard, quand vous arrêtez de bouger, eh bien, vous tombez dans l'écran noir. Enfin voilà, donc vous arrivez à à vous retrouver dans le noir, voilà, tout simplement. Bon, donc voilà, je bascule ma présentation et puis je vous remercie d'être venu et puis d'assister à cette conférence sur les sous-marins d'avant Jules Verne, la naissance d'une arme. Alors, bon, je voudrais juste vous dire pourquoi cette conférence. En fait, il s'avère qu'en tant que sous-marinier, je pensais connaître très bien l'arme dans laquelle je travaillais et pour laquelle j'avais donné pas mal d'années de ma vie. Et il s'est avéré quand j'ai emménagé à Rochefort, pour des raisons de choix de vie de personnel, tout simplement, je me suis rendu compte que je la connaissais pas très bien, voire même très mal. Et en fait, en arrivant à Rochefort et en allant au musée de la Marine, j'ai découvert l'existence d'un sous-marin que je connaissais pas, qui s'appelait le Plongeur. Pour moi, et ça a un peu bouleversé ma manière de voir l'histoire de l'arme que je servais. Et du coup, je me suis mis à faire des recherches qui, sur tous ces sous-marins, on va dire, que je connaissais pas très bien, entre autres sur ce plongeur, mais pas que. Et du coup, je voulais partager avec vous un peu cet état de fait qu'en fait, on connaît très mal l'histoire de nos armes. Dans mon esprit, le premier sous-marin français, c'était Gustave Zédé et le Gymnote. Et en fait, pas du tout. La marine a construit déjà un sous-marin avant, donc ce fameux plongeur. Et même bien avant, il y a eu plein d'expérimentations. Et donc, c'est toute cette histoire que je vous propose de balayer. Alors, j'avais bien entendu parler, comme beaucoup, d'un certain nombre de projets avant Jules Verne. Et pour moi, l'histoire d'avant Jules Verne des sous-marins, elle était essentiellement américaine. Voilà. Je savais qu'il y avait eu une histoire pendant la guerre de sécession. Et ça, c'était le Hunley, dont vous voyez la photo, enfin un dessin plutôt, en 1864, qui aurait attaqué le USS Housatonic pendant le conflit et qu'on n'a jamais retrouvé par la suite.
qu'on n'a jamais retrouvé immédiatement, puisqu'on l'a retrouvé dans les fins des années 70, début des années 80, et il a été sorti de sa gangue de vases à cette époque-là. Voilà, mais ça, je l'ai découvert que bien plus tard. Il y avait aussi, j'avais déjà entendu parler évidemment de Fulton. Quand on est sous-marinier, on sait qu'il y a eu un projet de Fulton qui a été refusé par Napoléon Bonaparte. Enfin, à l'époque, c'était Bonaparte, c'était pas encore Napoléon. Et donc, j'en avais entendu plus ou moins parler. Et puis, j'avais entendu parler aussi d'une vague d'histoire de tortues pendant la guerre d'indépendance, un truc qui n'aurait pas marché et qui était un test. Et c'était le test de Bushnell en 1776. Voilà, donc c'était une histoire pour moi, avant Jules Verne, c'était les Américains. Et puis, voilà, puis il y a eu Jules Verne qui était dans mon imaginaire d'enfant, parce que j'avais lu Un milieu sous les mers, celui qui était l'aboutissement du projet sous-marin et qui était précurseur dans sa manière de voir la conquête sous-marine. Voilà. Et en fait, tout ça, il y a des raisons à tout cet imaginaire que j'avais développé. D'abord, il y a une raison essentielle, c'est le fait que cette arme qui est le sous-marin, elle est réellement ancrée dans le roman national américain. En effet, quand on va aux États-Unis, oui, Bushnell, il y a bien eu une tortue, il y a bien eu un essai, ça n'a pas marché, il y a bien eu tous ces événements-là, et ils sont très fiers. Comme leur roman national est relativement court, ils sont extrêmement fiers de ces trois moments clés pour eux. Et du coup, ils les mettent beaucoup plus en avant que nous, qui avons un roman national finalement beaucoup plus riche et étoffé. Et donc, on a une approche différente de l'histoire de cette arme de façon très nette. Elle est d'autant plus renforcée que toute la seconde partie de cette arme, c'est-à-dire tout le XXe siècle, a été énormément marquée par l'arme sous-marine, à commencer par la Première Guerre mondiale, plutôt côté allemand, mais déjà côté américain, ils en parlaient, même s'ils sont peu intervenus pendant la Première Guerre mondiale, mais surtout pour la Seconde Guerre mondiale. Et ça, même nous, on l'ignore encore aujourd'hui, ou du moins on le méconnaît. L'arme sous-marine a été extrêmement utilisée par les Américains. On a une vision très atlantique de l'utilisation de cette arme avec les sous-marins, les U-boats allemands. Mais en fait, quand on regarde la guerre du Pacifique, les Américains ont adopté exactement la méthode allemande dans le Pacifique. Ils ont fait la guerre au commerce japonais à l'aide de leurs sous-marins tant qu'ils n'avaient pas la supériorité aérienne. Et ils ne l'ont pas eu pendant très longtemps, pendant près d'un an et demi, voire presque 2 ans de la guerre du Pacifique. Ce qui a sauvé les États-Unis, je dirais, c'est l'arme sous-marine. Ils ont sacrifié pas mal d'équipages de sous-marins. Et quand on va au musée des sous-marins à Groton, on s'aperçoit en effet que de l'importance de cette arme pour eux. Donc, du coup, c'est bien une arme qui est très, très fortement ancrée dans leur roman national. Et puis, évidemment, c'est une arme secrète et médiatique. Et de ce côté-là, ça en fait une arme mythique. Et le XXe siècle, qui a bien développé tout l'imaginaire autour de sous-marins, est profondément américain, tant dans la culture que dans la communication. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on est commandant de sous-marin comme moi, qu'on s'engage dans les forces sous-marines, on croit que cette histoire, elle est américaine. Voilà. En fait, cette histoire, elle n'est pas américaine du tout. C'est une histoire qui est beaucoup plus internationale et continue qu'il y paraît. Et ça, moi, je l'ai découvert en faisant mes recherches avant tout sur le plongeur. Et c'est l'aventure de Camille Doré, de l'amiral Bourgois et de l'ingénieur général Charles Brun, qui aura été ministre en plus de ça de la Marine. Mais c'est bien plus que ça. Et du coup, c'est ça que je vous propose de balayer ce soir, c'est de balayer, outre Bushnell, Fulton et Henley, de remonter le temps de différentes façons. Alors, je ne vous propose pas de voir tous ces noms qui apparaissent sur cette planche et tous ces objets un peu bizarres que je vous présente sur cette planche de façon chronologique, parce que je pense que
ce serait pas forcément intéressant, mais je vais l'aborder sous deux angles. D'abord, le premier angle, c'est la manière dont ont été abordées les problématiques techniques dans le temps. Et ça, c'est, on va dire, ce que j'appellerais le temps des précurseurs et des expérimentateurs. Le second angle, c'est quelles étaient les motivations de ces précurseurs et de ces expérimentateurs. Et puis, enfin, dans un deuxième temps, je proposerais d'essayer d'examiner un peu qu'est-ce qui a fait la bascule vers ces expérimentateurs, vers la naissance réelle d'une arme, et à quel moment ça s'est fait et comment. Voilà. Donc, c'est l'approche que je vais aborder pendant cette conférence. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite par les premières questions et comment est-ce qu'on a résolu toutes ces problématiques. Je vous parlerai un peu des précurseurs et des expérimentateurs. Alors, j'ai pris délibérément des photos que vous voyez ici, qui sont en fait une photo d'Aristote et une représentation du siège de Tyr mené par Alexandre le Grand en 322. Alors pourquoi ces deux photos et pourquoi le mot ex nihilo, qui est un mot latin, est bien ancré dans l'histoire, voilà, parce qu'en fait cette arme, en fait, l'historiographie dès le Moyen Âge, elle fait référence à un événement particulier du siège de Tyr, où Aristote aurait conseillé à Alexandre le Grand de construire une sorte de caisson submersible qui lui permettrait de modifier la Terre, l'île de Tyr, en fait, enfin Tyr c'était une île si vous voulez, et pour pouvoir faire le siège, ça marchait pas, ils n'y arrivaient pas, et il y avait un isthme pas très loin, et donc avec ce caisson submersible, il faisait des travaux qui permettaient d'accroître l'étendue de terre et l'isthme et de relier Tyr au continent. Voilà. Et fort de ça, apparemment ça a été réalisé plus ou moins, c'est même peut-être légendaire, mais fort de ça, les instruments de siège ont pu être posés de part et d'autre de la ville, et la ville a pu être prise. Voilà. Donc c'est en référence à cet événement qui est sans doute on ne sait pas s'il est juste, mais comme il est relaté très fréquemment dans l'historiographie, eh bien, je me suis dit c'était une bonne façon d'aborder le sujet de cette arme qui est pensée ex nihilo. Pourquoi ex nihilo? Parce que, en fait, le sous-marin a toujours été envisagé, ou du moins le fait d'aller sous l'eau a toujours été envisagé avant tout comme une arme. On avait beau aller chercher un peu des éponges, des perles, etc., en faisant de la plongée, très rapidement, lorsqu'il s'est agi de faire des objets mobiles sous l'eau ou immobiles, c'était pour aller faire la guerre. Alors, pourquoi une arme pensée ex nihilo? En fait, bon, il y a beaucoup de gens qui pensent que Léonard de Vinci a imaginé un sous-marin, etc. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Donc, en fait, on ne retrouve pas vraiment d'armes sous-marines chez Léonard de Vinci. Par contre, parmi ses précurseurs, avec Roberto Valturio en 1472, dans son ouvrage de la chose militaire, des Re Militari, on retrouve déjà chez lui une idée d'armes sous-marines proposées à Venise, dont je vous ai mis le schéma qui est en bas à gauche. Et donc, on voit bien que cette idée-là, elle est déjà présente pour faire la guerre et elle est proposée en fait au dé de Venise à cette époque-là. Même chose, dès 1648, un penseur et en fait scientifique, John Wilkins, lui aussi va avoir une réflexion stratégique sur l'avantage de ce type d'arme, qui n'existe pas vraiment encore, qu'on en commence à faire des essais peut-être, mais il dit, voilà, ce type d'arme, c'est très puissant parce que ça va permettre d'être à la fois discret, d'avancer en sûreté, c'est-à-dire sans recevoir le coup de l'adversaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui rentraient sous l'eau à ce moment-là, et puis de miner la flotte ennemie,
d'attaquer ou de ravitailler, d'attaquer le ravitaillement adverse ou de ravitailler, et puis d'aller sur les fonds pour les explorer, d'une part. C'est le seul point un peu particulier où il n'y a pas d'aspect militaire à l'époque où John Wilkins en parle. Alors c'est très impressionnant parce que quand on relit, alors j'ai essayé de le chercher, mais voilà. Quand on relit un petit peu ce qu'il écrit et qu'on le met en regard aujourd'hui des avantages tactiques qui sont utilisés par les sous-marins, et ben, tous ces avantages tactiques sont clairement les premiers auxquels on pense. La discrétion pour attaquer une flotte. La sûreté, c'est non seulement le déplacement en sécurité, mais c'est aussi le déplacement en sécurité vis-à-vis des intempéries. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est sous l'eau, on s'affranchit en grande partie du mauvais état de mer. Et puis, je ne reparlerai pas de miner la flotte ennemie, d'attaquer, de ravitailler, mais explorer les fonds marins, aujourd'hui, c'est même les utiliser, voire travailler sur des câbles Internet, des choses comme ça. Enfin, des choses qu'on imagine aujourd'hui de façon très moderne et qui déjà à l'époque étaient un peu envisagées. Voilà. Alors ça, c'est tous les aspects, on va dire, un peu théoriques qui ont été en fait développés finalement assez tôt sur un certain nombre d'aspects. Et puis, il y a eu la mise en pratique. Alors, sur la mise en pratique, ça a été quand même très, très compliqué. On le verra plus tard. Mais je vous donnerai quelques exemples. Donc, vous avez la photo de Ezra Lee en 1776 sur la Tortue. Alors, c'est pas une photo, pardon, c'est un dessin imaginaire. On voit bien qu'il était à l'époque au ras de l'eau. Hein. Donc, en fait, il regardait avec des hublots. Son attaque s'est passée de nuit, donc il se dirigeait aux lumières, donc comme il a pu. Alors là, il est représenté avec une hélice. En fait, dans la réalité, il semblerait que la Tortue n'ait jamais eu d'hélice, mais avait, en tout cas celle de 1776, plutôt des rames. Voilà. Toujours est-il que ça a été un échec et qu'il a réessayé avec cette fois-ci une hélice lors d'une autre aventure contre une autre nation de faire une attaque également et que ça a été de nouveau un échec. Voilà, donc ça a été quand même compliqué de mettre en œuvre cette arme. On voit bien que c'est pas si simple que ça de s'approcher d'un bateau. Il y a des problématiques de courant, c'est ce qu'a rencontré Ezra Lee, et puis il y a les problématiques, ne serait-ce que de ne pas être détecté, parce que quand on est au ras de l'eau, peut-être qu'on est quand même détecté. Alors, je vous dirai très vite un extrait de la lettre de Beaugenais qui est aussi intéressante parce qu'elle parle aussi un peu de cette théorie. Beaugenais, c'est un penseur guerrier ou qui date des années 1772-78. Et il écrit ça à Monseigneur le ministre de la Marine à l'époque. Donc, je vous le lis assez rapidement. La ruse vaut mieux que la force dans la guerre. En conséquence de quoi, je prends la liberté de vous faire part d'un projet que j'ai conçu, qui serait de surprendre les Anglais, toujours eux, par le moyen d'une machine munie de canons et pouvant, en cas de besoin, se cacher entièrement sous l'eau et à telle profondeur qu'on voudrait reparaître ensuite, faire sa décharge et se replonger de nouveau. Avec 5 ou 6 hommes courageux, je suis persuadé que je pénétrerai jusqu'au milieu de Londres sans qu'un seul Anglais puisse en douter. Bon, dans la réalité, Beaugenais n'a jamais accompli quoi que ce soit. Le ministre lui a dit écoutez, monsieur Beaugenais, allez donc essayer déjà ça sur la Seine. Et puis, Beaugenais s'est dégonflé. Voilà. En 1805, pourtant, il y a quand même une démonstration qui est faite. Et ça, c'est un élément un peu notable parce que on voit que potentiellement, on n'est pas loin dans ces années-là de réussir cette transformation d'une arme aujourd'hui assez conceptuelle à une arme réelle. Cette expérience plutôt, c'est celle de Fulton, dont vous avez déjà entendu parler, non pas devant la marine, devant les autorités françaises, on en reparlera plus tard, mais en Angleterre. Donc en Angleterre, Fulton propose à un moment donné son sous-marin à l'amirauté anglaise
qui dit c'est bien, mais moi je veux pouvoir utiliser votre sous-marin librement. Et Fulton dit vous êtes gentil, mais moi je veux pas que mon sous-marin il se retourne contre les forces américaines, et donc je n'accepte pas votre proposition. Mais il aura quand même fait une démonstration de la puissance, qui était un peu une démonstration dissuasive. Donc en fait, il n'y a pas eu de contrat entre Fulton et la marine britannique. Il avait pris une vieille goélette qui s'appelait, alors je ne sais plus le nom exact, ça me reviendra peut-être plus tard. Et en fait, avec son sous-marin à voile, parce que je vous rappelle, le Nautilus était un sous-marin à voile, il s'est approché. Et puis ensuite, quand il était assez près, il a rentré les voiles et les stacks qui étaient en fait un mât pliable, et plongé sous la coque. Il est passé en dessous, et derrière lui, il avait une mine. Et la mine a fait exploser le bateau en question. Donc ça a impressionné les Anglais. Ils ont pas apprécié que Fulton leur dise écoutez, moi vous n'avez pas de liberté d'utilisation de cette arme. Du coup, les Anglais ont toujours été assez on va dire réfractaires à l'idée du sous-marin, tout du moins au début. Voilà pour la transformation petit à petit de la théorie en pratique. Alors, en fait, tout ça, ça marche bien, mais enfin, c'est gentil, mais il y a bien des vrais problèmes techniques à résoudre. À commencer par le premier d'entre eux, c'est l'étanchéité et l'équilibre. Donc, rien de tel qu'une photo d'Archimède pour vous présenter un peu cette problématique. Donc, je vous rappelle le théorème d'Archimède: tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé, on reçoit une poussée équivalente à la quantité d'eau, la quantité d'eau qu'il déplace. Voilà. Et donc, ça permet de compenser le poids. Donc ça, c'est une expérience qui est assez connue. Et donc, j'en viens à la problématique de l'équilibre et de l'étanchéité. Donc, cette problématique, elle est d'abord abordée en grande partie, ou du moins en partie résolue, par un monsieur qui s'appelle William Bourne, qui est britannique, en 1578, qui invente un système non motorisé qui permet de se positionner soit en surface, soit au fond de l'eau, à l'aide de réservoirs. Donc, vous avez juste en dessous, c'est le schéma, qu'il remplit d'eau. Hein, c'est des réservoirs avec une partie mobile en cuir, et qui permet d'alourdir le mobile dans lequel il est. Alors, soit, en effet, ce mobile, il est au ras de l'eau, voilà, soit il l'enfonce sous l'eau. La difficulté, c'est que c'est quand même pas simple de récupérer l'équilibre complet, parce que évidemment, l'équilibre d'Archimède est un équilibre instable. C'est-à-dire que lorsque vous faites couler un objet, il reçoit la pression extérieure, et cette pression, elle augmente avec l'immersion, et quand elle augmente, forcément, la coque se contracte un peu, et donc le volume d'eau que vous déplacez, il diminue. Et donc, si le volume d'eau diminue, mais que votre poids est resté le même, vous coulez encore plus. Voilà. Donc, il a essayé de mettre au point un système avec des vis sans fin qui permettait de faire varier assez vite le volume d'eau dans ces réservoirs intérieurs, mais c'était un peu compliqué, ce qui fait qu'il a eu un peu de mal à résoudre le problème de l'équilibre. Mais en tout cas, il avait résolu au moins le problème de l'étanchéité avec une coque en bois recouvert de suif à l'intérieur et du cuir recouvert dessus. Voilà, donc de bois suifé, doublé de cuir, c'était la plupart du temps ce qui était utilisé. Alors, il y en a plein qui ont utilisé ces méthodes avec plus ou moins de succès. Il y a eu ceux qui, malheureusement, sont morts. Voilà, et donc je penserai d'abord au docteur Petit, qui, dans la vallée de la Somme, a essayé, un Français en 1839, qui a essayé un objet sous-marin également, et qui malheureusement est décédé par défaut d'étanchéité. Caveau en Espagne, même chose. Les Phillips aux États-Unis en 1850. Alors Scott Russell au Royaume-Uni. Alors là en bas, les photos, c'est pas des photos de Scott Russell, c'est la photo du millionnaire qui a financé cette expérience. Il s'est bien empressé de ne pas aller à bord du sous-marin, et du Premier ministre qui y a contribué également.
Alors, ni l'un ni l'autre ne sont décédés, mais ils ont envoyé à la mort plus de 6 hommes quand même dans ce sous-marin de Scott Russell. Et puis, il y a ceux qui ont eu la chance de survivre. Alors, je pense en premier lieu à Nikonov, qui était un charpentier russe en 1718, qui a essayé l'objet que vous voyez, donc c'est une reconstitution, hein, bien sûr, qui était un objet, un gros tonneau en bois, voilà, en clair. Donc eux, il a essayé devant le tsar. Au début, c'était à peu près étanche. Il a essayé une première fois, une deuxième fois. Et la deuxième fois, le sous-marin, en fait, il a simplement coulé, il a touché le fond. Et en heurtant le fond, la coque s'est un peu disloquée. Et donc, il a fallu qu'il sorte tout seul à la nage de cet objet. Alors, coup de chance, il avait fait une cloche en haut, là, vous voyez. Et cette cloche lui a permis de respirer un moment, le temps de réussir son évacuation. Je pense également à Wilhelm Bauer. Alors, c'est beaucoup plus proche, c'est un grand monsieur dans le monde de l'invention sous-marine. Wilhelm Bauer, en 1851, il invente le Brandtower. Je suis désolé, mon allemand est déplorable, qui est le sous-marin que vous voyez en bas à droite. Alors, cet objet, il a réellement navigué, au moins en surface et au ras de l'eau. Il a eu une efficacité stratégique parce qu'il l'a utilisé, il l'a mis à l'eau dans le port de Hambourg au moment où l'Allemagne était en guerre contre les flottes danoises. Et rien que la mise à l'eau et l'approche de ce sous-marin en métal vers la flotte danoise aurait soi-disant suffi à les effrayer un peu et à les faire partir. Voilà. Donc ça, c'est un événement assez notable. Alors, il a fait plus d'une cinquantaine de plongées dans ce système. Alors, ce n'est pas des plongées qui allaient sous l'eau vraiment, ils restaient au ras de l'eau. Vous voyez la partie en haut à droite là, de la photo, elle était vraiment au ras de l'eau. Donc, il y avait un homme qui se tenait ici, là, dans cette partie-là, et puis 2 autres derrière qui actionnaient un genre de roue, mais à la main, là, qui permettait, comme un peu une cage à hamster, quoi, hein, qui permettait de faire tourner l'hélice qui se trouvait derrière. Alors, à un moment donné, ça ne s'est pas très bien passé. De l'eau est rentrée en un peu trop grande quantité par l'arrière de ce sous-marin. Il a perdu son étanchéité et il a coulé par l'arrière. Alors, Wilhelm Bauer et ses 2 acolytes ont réussi à s'échapper en utilisant le sous-marin. D'abord, il a réussi à les calmer en utilisant le sous-marin comme une cloche. Et ensuite, ils ont ouvert la porte latérale qui est porte latérale que vous ne voyez pas parce qu'elle est de l'autre côté, je crois. Et ils ont réussi à s'évacuer de ce sous-marin qui était posé sur le fond par plus de 18 mètres de fond. Pour la petite histoire, ce sous-marin ensuite a été remonté et il a été exposé dans un premier temps dans la cour de la Kriegsakademie de marine, essentiellement pas au moment du Troisième Reich. Et puis aujourd'hui, il est de nouveau remis en état et il est au musée de la marine de Hambourg. Alors, évidemment, l'étanchéité, c'est pas si simple que ça à acquérir, mais on voit qu'au fur et à mesure du temps, on a quand même fini par avoir des choses de plus en plus étanches. Voilà. Le bois, on est passé progressivement du bois au métal, et le métal, c'était un petit peu mieux que du bois suifé, quoi. Et puis, la deuxième méthode, le deuxième problème rencontré, c'était respirer et travailler sous l'eau. C'est pas si évident que ça, quoi. Alors, la plus belle exemple que je voulais vous donner, c'est le schéma reconstitué à partir des écrits de Denis Papin. Voilà, Denis Papin, ingénieur français, qui travaillait beaucoup en Allemagne, à Marbourg, a été un des grands moteurs de la stabilisation en fait, de la recherche sous l'eau. Et il est l'un des premiers à décrire le système, si vous voulez, qui permettait à un objet
complexe, enfin quel qu'il soit, de s'immerger, de remonter, de respirer, qu'est-ce qu'il fallait pour que tout ça fonctionne et qu'on puisse le maîtriser. Donc, il a mis en place plein d'objets, si vous voulez, qui permettaient de réussir à monter, descendre, maîtriser son immersion et respirer sous l'eau. Voilà, donc alors on va balayer très rapidement ce passage-là. Pardon, hop, je reviens en arrière, excusez-moi. Alors, tout d'abord avec un homme important, Franz Kessler, qui est un des gros utilisateurs, enfin gros penseurs sur la respiration sous l'eau. Pourquoi? Parce qu'il met en place ce qu'on appelle la première cloche mobile, qui est le Wasserharnisch. Donc, vous avez la magnifique photo en bas à gauche. Donc, en fait, c'est une cloche sous-marine. Hein. C'est comme si vous preniez votre verre et que vous le laissiez, puis que vous le mettiez dans l'eau avec une personne dedans. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Sauf que lui, il fait des expérimentations où il essaye de calculer le volume d'air qu'on est capable qu'on respire. Et, voilà. Et donc, c'est l'un des tout premiers. Ça. Après, il y a eu en effet Denis Papin. Donc, vous avez vu le système. Et donc, vous avez ici, en fait, la photo qui est donnée. Alors, j'ai des petits soucis d'Internet. Non, c'est bon. Voilà. La photo du schéma qu'il avait fait. Et il a réellement mis en place, dans son deuxième expérience à Marbourg, un urinator, c'est comme ça qu'il l'avait appelé, et il s'est réellement immergé dedans. Voilà, donc il a mis en pratique son objet. Alors c'était un objet qui ne permettait pas de se mouvoir, parce qu'il n'y avait pas de capacité de mobilité, mais en tout cas, il met en place un système raccordé avec l'extérieur, de système de vessie, si vous voulez, qui flotte et qui permet par la mise en place d'une pompe à main, de rester à une pression, enfin à la même pression que la pression extérieure de l'eau. Voilà. Et donc d'avoir un objet relativement fiable à bord, dans lequel on pouvait respirer et on pouvait rester assez longtemps. Alors ça, c'est bien, mais avec l'urinateur, on ne pouvait pas vraiment travailler. Et donc, il y a d'autres personnes qui ont eu des idées. Je vous donnerai l'exemple de John Lethbridge qui, en fait, s'immerge avec le genre de tonneau là que vous voyez. Il se met dans un tonneau. Et puis, lui, il a l'idée de faire des mains avec des genres de gants en cuir. Et alors cette idée-là, pourquoi il le fait ça? Parce qu'en fait, il a qu'une idée, c'est aller récupérer un trésor d'un bateau qui s'appelle le Slot der Hug, qui est un bateau qui transportait des lingots d'argent au large du Portugal et qui a coulé. Et ça aura marché et il a bien mis en œuvre cet objet qu'on trouve aujourd'hui, je crois, au musée à Cherbourg. Voilà, en 1772, vous avez Fréminet qui va s'immerger avec l'objet que vous voyez ici, qui est un genre de tonneau lesté dans lequel il y avait comment s'appelle, un genre de soufflet qui lui permettait de respirer dans un genre de scaphandre. Voilà. Donc alors là, c'est un peu particulier parce que le sous-marin, en fait, l'homme n'était pas dans le sous-marin, à moins qu'on considère que le scaphandre fasse partie du sous-marin. Donc, Monsieur Fréminet s'est quand même immergé à 16 mètres sous le pont Marie à Paris. Et puis, d'autres grands noms vont travailler sur le problème de la respiration. Alors, je pense avant tout à l'ingénieur Lavoisier, qui va travailler beaucoup sur la potasse caustique et le lait de chaud, qui permet de stabiliser le gaz carbonique et d'augmenter du coup avec cette utilisation, d'abord de le détecter, mais aussi de le stabiliser et d'augmenter en fait la présence de l'homme sous l'eau, c'est-à-dire d'aller plus loin que ce que faisait Franz Kessler avec une simple respiration et une mesure du temps. Donc là, on augmentait la durée pour pouvoir travailler sous l'eau. Et puis, cette expérience-là, qui était une expérience de Lavoisier
qui était simplement une expérience scientifique, elle est mise en œuvre en fait en 1844 pour la première fois par un autre ingénieur français qui s'appelle Monsieur Payerne, qui développe le Belledone. Le Belledone, c'est un hydrostat, donc c'est quelque chose qui il imaginait un jour pouvoir le déplacer, mais ce ne sera pas le cas. C'est quelque chose qui restera assez statique, avec lequel qui sera réellement mis en œuvre et avec lequel ils feront réellement des travaux sous-marins. Et donc dans cet hydrostat, il y avait de la potasse caustique qui permettait d'améliorer la durée de présence sous l'eau et de rallonger la durée de présence sous l'eau des hommes. Voilà. Et puis, pour terminer, le dernier challenge technique, c'est de se mouvoir sous l'eau. Et alors, donc là, puisque en fait, on l'a vu, l'une des problématiques de l'équilibre d'Archimède, c'est qu'il est instable. L'une des manières d'essayer de compenser cette instabilité, c'est soit de pomper ou d'admettre de l'eau en permanence, donc de tenter de contrer cet équilibre instable. L'autre manière, c'est d'introduire un vecteur vitesse. Et donc assez vite, on s'est dit, si j'avance, peut-être qu'avec des ailerons, d'abord j'en ai peut-être besoin pour aller attaquer l'adversaire, c'est un peu mieux de pouvoir se bouger que de rester tout le temps au même endroit. Mais si j'avance, peut-être que je vais réussir à stabiliser un peu mon bateau. Et donc, le grand inventeur du mouvement sous-marin, c'est Daniel Bernoulli, et qui est globalement l'inventeur de l'hélice. Même si on attribue ça souvent à tort à Fulton, Fulton n'est qu'un parmi tant d'autres de ceux qui l'ont mis en œuvre. Voilà. Sachant que même avant Fulton, d'autres avaient mis en œuvre l'hélice sur des bateaux. Donc, on va avancer un petit peu. Donc, pourquoi se mouvoir? Alors, les différentes tentatives qu'on a rencontrées. Alors, il y a eu d'abord une vraie tentative. Alors, vrai. On ne sait pas si elle a eu lieu réellement. Il y a parce qu'on en a des traces écrites, mais on a quelques doutes quand même sur l'existence réelle de cette invention. C'est l'invention de Cornelius van Brebel, qui est hollandais, comme son nom l'indique, mais il fait cet essai sur la Tamise à Londres. Il traverse la Tamise, soi-disant sur demande du roi d'Angleterre. Moi, je crois, en tout cas, avec l'objet que vous voyez ici, qui est en fait un pseudo sous-marin dont la partie haute était quand même immergée et à rame. Voilà. D'autres méthodes ont été utilisées ou imaginées pour se mouvoir sous l'eau, puisque l'une des problématiques, c'était soit qu'on était au ras de l'eau, soit qu'on était tout au fond. C'était les roues et les ressorts. Alors, pour ça, il y a eu l'invention, et on a un magnifique dessin là, de l'ingénieur français Desson, qui à Rotterdam, propose un bateau avec une roue intérieure qui est rechargée à l'aide d'un ressort. Voilà. Alors, dans la réalité, il semblerait que Desson, qui devait faire l'essai, a raflé la mise, c'est-à-dire il a pris l'argent qui finançait l'objet et il ne l'a jamais créé et il s'est enfui avec le fric. Donc, il semblerait que ce soit au bout du bout une escroquerie. Voilà. Il y a eu aussi l'invention de Castérac, qui, lui, voyant que c'était peut-être presque plus facile d'être sur le fond des mers que de flotter entre deux eaux, il avait inventé un objet à roue, voilà, avec une manivelle qui permettait d'avancer sous l'eau en étant dans un genre de caisson. Je n'ose dire cercueil, mais ça ne devait pas être loin d'être le cas. Et puis oui, on pense bien sûr à l'hélice, dont on a parlé tout à l'heure, avec Villebrequin, la plupart du temps. Donc, c'est David Bushnell qui, soi-disant, l'aurait utilisé sur la Turtle, ce dont on n'est pas sûr. Mais c'est pas impossible. Pour autant, il y a eu aussi d'autres objets qui ont été essayés, d'autres trucs un peu spéciaux. Alors, je pense notamment à une machine à poudre ou au peroxyde. C'était donc on déclenchait cet appareil qui permettait d'avoir une combustion qui du coup provoquait une détente de gaz. Alors, coup de chance,
enfin, l'idée, c'était d'avoir des gaz qui produisent de l'oxygène. Donc, le peroxyde, c'était le cas. Et puis derrière, il fallait quelque chose pour, obtenir avec la machine une propulsion. Et alors là, on a eu des objets bizarres. Il y a eu bien sûr l'hélice, mais il y a eu aussi la martenote qui a été inventée par un Français qui s'appelait Jacques-Philippe Mérigon de Montgéry, dont vous avez les dates. Et alors ça, c'est un objet. Montgéry a réellement fait un sous-marin, enfin une tentative. Et la martenote, en fait, n'a jamais réellement fonctionné. C'est un objet qui devait être un peu triangulaire, enfin un morceau de cylindre, qui devait se mouvoir de droite à gauche, un peu comme des pattes palmées derrière pour un canard. Quant à Narcisse de Monturiol, lui, c'est celui qui met le plus au point la propulsion par peroxyde vers une machine qui était en fait une machine à vapeur transformée et alimentée par le peroxyde. Voilà, alors voilà pour les problématiques techniques qu'il fallait résoudre et la manière dont les différentes possibilités qui ont été mises en place pour essayer de résoudre ces trois grands problèmes que sont respirer, avoir un équilibre et se mouvoir sous l'eau. Alors, je vous propose maintenant d'examiner un peu les motivations et puis regarder un petit peu les difficultés que ces gens-là ont eues non seulement à réaliser leurs objets, mais aussi à convaincre. Alors, ce qui est frappant quand on regarde de très près, enfin, quand on approfondit le sujet de la recherche pour la navigation sous-marine, c'est d'abord qu'elle est marquée par une grosse curiosité intellectuelle et une forte présence des scientifiques. Et qu'on verra que dans les motivations, du coup, il y a bien des motivations scientifiques, des motivations patriotes, des motivations financières, et que malgré ces trois grandes motivations qui constituent des très grands leviers, je pense, ils ont tous eu des grandes difficultés à convaincre les autorités. Alors, pour ce qui est de la curiosité intellectuelle et des aspects un peu scientifiques. Alors, je reviendrai assez vite sur certaines personnes. Le Drebel, en fait, il est inspiré. Donc, le Drebel, c'est celui que vous aviez vu tout à l'heure, le sous-marin Ram. Il est inspiré par un scientifique très connu. Je pense que le nom vous évoque comme ça, John Napier. Peut-être pas grand-chose, mais c'est l'inventeur du logarithme népérien. En fait, en français, Napier, ça a donné Népère. Voilà. Et c'est les discussions entre Drebel et Napier qui vont amener à la fabrication de ce Drebel. Autre scientifique connu, ou du moins en grande partie lié, mais pour lequel j'ai un attachement particulier, c'est Marin de Mersenne. Marin de Mersenne, c'est le premier à constituer une académie scientifique en France en 1588. Et donc, c'est un précurseur dans le domaine. Et ce monsieur, c'est lui qui va établir les premières lois de l'acoustique. Et il va, entre autres, s'intéresser également à l'acoustique sous-marine. Et lui, il va conceptualiser un certain nombre de choses et il sera le promoteur, en fait, d'un certain nombre d'expériences, de quelqu'un qui va tenter une expérience qui s'appellera le sauveur d'épave, expérience qui marchera un peu, dont le but était d'aller en fait plutôt essayer soi-disant de sauvegarder ou de la vie humaine de gens qui pourraient être encore vivants à l'intérieur d'épaves ayant coulé. Dans la réalité, c'était un peu plus prosaïque. Ils allaient chercher les trésors ou ce qui pouvait être utilisé sur les navires, notamment les canons. John Wilkins, dont on a parlé tout à l'heure, qui a théorisé les 5 gros avantages stratégiques de l'arme sous-marine. En fait, John Wilkins, c'est un mathématicien. Et l'endroit où il théorise ces avantages de l'arme sous-marine, ça peut paraître bizarre, mais c'est dans un livre qui s'appelle Les mathématiques magiques. Voilà, dont je vous présente la couverture. Et puis, on l'a déjà vu tout à l'heure, entre Denis Papin en bas, Daniel Bernoulli et Lavoisier, on voit bien qu'ils ont tous eu une influence très forte sur l'arme sous-marine. Et derrière, en fait, en allant chercher l'arme sous-marine, ils cherchaient aussi à avoir des outils pratiques et hors du commun pour développer leur curiosité intellectuelle.
Alors, la motivation patriote, rien de tel que la photo pardon, hop là, la photo du Hunley de la guerre de sécession, enfin, la gravure, pour parler de cette motivation. Donc, c'est un levier très, très fort. Et on le retrouve très fréquemment dans le développement de l'arme sous-marine. Donc, je vous ai mis évidemment un dessin du Turtle avec une gravure qui représente Ezra Lee, l'homme qui a testé ce Turtle, dont je vous rappelle c'était un échec. Je vous ai remis. Donc en fait là, Ezra Lee, lui, il est motivé par une seule idée, c'est d'aller faire couler un navire britannique, d'abord pendant la guerre de sécession et pardon, pendant la guerre d'indépendance, et puis le deuxième coup quand il le fait de nouveau, cette fois-ci c'est pendant la quasi-guerre contre les Français. Quasi-guerre parce qu'en fait la guerre s'est arrêtée dans l'œuf, et en fait il n'y a pas eu de réelle déclaration de guerre, il y a eu un échauffouré, puis tout de suite c'était la paix. Voilà, avec les Américains, on n'a jamais normalement fait la guerre. Voilà. Et puis, je vous représente plutôt Bauer, l'ingénieur allemand, avec son bateau qui a coulé. Alors, motivation patriote vis-à-vis des Danois, qu'il aura en fait, parce que c'était l'origine réelle de son sous-marin, c'était ça. Bauer, à la base, c'est un artilleur, voilà. Et puis, je vous remontre enfin une photo du Hunley pendant la guerre de sécession. Donc, le Hunley, c'est le sous-marin que vous voyez, et les 8 hommes d'équipage de ce sous-marin dont on a reconstitué le visage parce qu'on a retrouvé leur squelette, et la photo du Hunley qui a été en effet retrouvée et remis en état. Enfin, remis en état. Donc il y a tout un musée sur ce sous-marin qui est extraordinaire. Et donc ces 8 hommes-là qui sont décédés, mais c'est pas les seuls, hein, en fait, dans la réalité. Avant le Hunley, il y en a d'autres sous-marins qui ont déjà coulé, et lui-même avait déjà coulé une fois précédente en entraînant avec lui un certain nombre de décès. Ces gens-là, ces sudistes, ils n'avaient qu'une seule motivation, c'était clairement aller en découdre. Et on pense en grande partie qu'ils se sont délibérément sacrifiés. C'était quasiment une mission kamikaze qu'ils ont réalisée. Ils en étaient, c'est à se demander s'ils n'en étaient pas conscients quand ils l'ont fait. Voilà. Alors, dernière motivation, enfin voilà, très forte, c'est la motivation financière. Donc, je vous présente, ou plutôt, je ne vous présente pas les deux images qui sont devant vous. Vous avez évidemment le trésor de Rackham le Rouge, pour aller chercher le fameux trésor, celui que Tintin finira peut-être par retrouver, mais pas à l'endroit où il le pense. Et puis, la fameuse aventure dont on a parlé tout à l'heure avec le trésor du Sloop d'Herwood. Donc, motivation financière qui est également un levier très puissant. Et alors là, vous allez retrouver en fait des personnages qu'on a déjà vus par ailleurs, parce que en fait, ces trois motivations qu'on vient de passer en revue, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. À l'époque, en tout cas, il est totalement normal d'être à la fois patriote, homme d'affaires, et en même temps d'avoir une grande curiosité scientifique. Donc, je ne représente pas Fulton. Fulton, quand il propose son navire, il le propose un coup aux Français, un coup aux Anglais, et puis derrière tout ça, quand il le propose avec des envies financières. Ce qu'il va négocier, c'est être mercenaire, quoi. Il a monté une société. Il construit un bateau en un exemplaire. Il a pour idée d'en construire plusieurs, mis en œuvre par ses propres hommes. Et ensuite, il est payé, en fait, comme un corsaire, au nombre de bateaux qu'il coule, en fait, pour être plus exact, au nombre de canons portés par les bateaux qu'il coule. Voilà. Donc, c'est ça la proposition qu'il fait.
Et pour autant, on voit bien qu'il a une motivation patriote, parce que quand il va voir les Britanniques, il leur dit oui, mais moi, il est hors de question que cette arme se retourne contre ma propre nation. Donc, les deux sont pas incompatibles. C'est aussi la motivation, évidemment, de ceux qui vont chercher les trésors. C'est la motivation de Payerne quand il s'aperçoit que son bateau sous-marin, il va sous l'eau, il peut rester longtemps, mais dans la réalité, il peut pas super bien se mouvoir. Et donc, il va l'utiliser pour faire des travaux sous-marins. Et puis, pour ne citer que lui à la fin, ça est la motivation aussi de quelqu'un comme Brutus de Villeroy. Donc, c'est un ingénieur français qui, en 1830, construit un sous-marin du côté de Noirmoutier, qu'il l'aura testé. On ne croit pas bien qu'il ait réussi à se déplacer, mais il a quand même été sous l'eau pendant une bonne trentaine de minutes. Il est remonté avec des objets, des crustacés. Donc, on a dit, tiens, c'est quand même, voilà. Et puis, il n'a pas réussi à convaincre. Du coup, comme il n'arrivait pas à convaincre son État, il a fini par aller aux États-Unis. Et puis là, il a fait un sous-marin. Lui, il était plutôt dans le camp des nordistes. Et puis, ce sous-marin, malheureusement, coulera. Et même s'il aura été un peu mis en œuvre et il aura fait une démonstration devant le président américain, il coulera. Donc là, il a une double motivation. Il a une motivation à la fois, triple. Il est scientifique, c'est vraiment le cœur de son sujet. C'est un mathématicien. On dit qu'il aurait été le professeur de mathématiques de Jules Verne. On sait qu'il a été dans le même établissement, il a été professeur de mathématiques dans l'établissement où Jules Verne a été élève, mais pour autant, on n'est pas sûr qu'il ait été son professeur de mathématiques. Donc, intérêt scientifique, intérêt financier, parce que quand les Américains lui proposent des choses, il dit quand même, faut quand même me rémunérer, quoi, parce que bon, j'ai pas fait ça pour rien. Et puis enfin, quand il le construit, à la base, c'est pas pour un objet militaire, c'est surtout pour aller chercher des trésors et gagner de l'argent. Voilà. C'est la marine américaine qui va le chercher, en fait. Et puis, motivation patriote. Alors lui, il est vraiment, c'est assez intéressant parce que quand on s'intéresse à ce personnage-là, il est réellement côté nordiste dans son âme, et je pense qu'il est convaincu au moment de la guerre de sécession, par l'intérêt d'être de ce côté-là. Voilà. Et pourtant, tous ces hommes qui essayent plein de choses, qui ont plein de motivations, ils ont une grande difficulté à convaincre. À la fois parce qu'il y a plein de problèmes techniques, mais pas uniquement parce qu'en fait, c'est assez suspect pour les États, la plupart du temps, ou pour les marines, d'avoir des gens qui sont capables de mélanger patriotisme, finance, curiosité intellectuelle allègrement. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez déstabilisant. Quand on relit les discussions en fait qu'il y a entre et ça c'est notable en fait, quand on relit les discussions qu'il y a entre quelqu'un comme Fulton et le gouvernement français, c'est assez manifeste. Fulton va proposer à 4 reprises son sous-marin à la France. C'est un francophile, Fulton, réellement. Il a vécu la guerre d'indépendance et le soutien de la France, et il se sent redevable envers notre pays. Et quand il y a la Révolution française, il vient en France. Alors au début, il va en Angleterre. C'est un artiste. Il faut savoir que c'est un artiste peintre. Il va en Angleterre et il fait un peu de gravure également. Et puis ensuite, assez vite après la Révolution, quand ça se calme un tout petit peu, dans les années 97, 98, il vient en France. Et là, il propose son navire pour aller attaquer les Anglais, tout simplement. Et il propose en fait pas son navire, il propose une société. C'est-à-dire qu'on est artiste, un peu scientifique, un peu ingénieur, et puis en même temps très homme d'affaires. C'est bien un Américain, quoi.
Et donc, il propose ça, et le gouvernement français, au début, dit oui, bon, vous êtes gentil, mais d'abord, vous êtes très cher, monsieur Fulton. Et puis, donc, il y a toute une négociation. Et on voit les échanges de courriers entre le gouvernement français et monsieur Fulton, qui montrent clairement qu'il y a un intérêt, euh, mais on n'en est pas sûr. Et puis on va aller jusqu'à faire un essai. En fait, on en fera même plusieurs, hein. Il y en aura un à Brest, il y en aura en baie de Seine. Voilà, ça, c'est un essai qui a été fait, c'est une gravure qui a été faite à Camaret, vous voyez. Là, c'est le fort de Camaret. Et donc, dans la réalité, il y en a qui sont convaincus à moitié, parce que techniquement, on convoque des ingénieurs, on convoque Carnot, etc., pour aller vérifier qu'ils ne racontent pas des cracks. Mais au-delà de ça, on se pose des questions sur quels sont les réels intérêts de cet objet-là, et est-ce qu'on ne va pas payer un peu trop en avance pour un objet qui finalement ne rapportera pas, n'aura pas l'impact stratégique qu'il a eu. Voilà. Alors en fait, il va se passer quelque chose d'assez particulier peu de temps après, et c'est tout l'objet dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a une bascule qui va se produire dans les années 1855 à peu près. Et cette bascule, elle a lieu parce que il y a deux ou trois événements simultanés qui vont se produire. À la fois Bauer qui va aller en Russie proposer son sous-marin, et ça, la France va le découvrir. Et puis une guerre importante qui est la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, elle est fondatrice en fait pour l'arme sous-marine, et la guerre de sécession. Voilà. Ces deux guerres sont réellement des éléments fondateurs pour l'arme sous-marine, parce que c'est le moment où on va basculer dans ce que j'appelle le temps des États. Avant, c'était les précurseurs, les expérimentateurs, les hommes d'affaires. Et là, c'est la prise de conscience des États par l'intérêt de cette arme. Et la vraie révolution en France, elle a lieu en France en fait au début, avant d'avoir lieu aux États-Unis. Voilà, elle a lieu avec ce que j'appelle la révolution plongeur, où il y a un certain nombre, entre autres un homme qui va réussir à convaincre, qui est un capitaine de vaisseau à l'époque, qui est le capitaine de vaisseau Bourgois, qui va réussir à convaincre l'État français de lancer une vraie expérimentation et un vrai passage à l'échelle construit par la marine. En fait, Bourgois, il a un gros passé à la fois de marin et un peu d'ingénieur. Il va pas mal voyager en Angleterre au début de sa carrière. Il va être dans le développement des machines à vapeur. Et il est intéressé, après vous verrez, vous le découvrirez sans doute dans mon roman, il est intéressé par l'arme sous-marine, sans doute par des rencontres qu'il a faites. Et il va être le premier en tout cas, la vraie trace écrite, on l'a dans un courrier. Enfin, c'est plus qu'un courrier, c'est un dossier qu'il monte à destination de l'état-major de la marine. Il écrit au ministre un courrier d'une soixantaine de pages, où il va à la fois faire toute la synthèse historique de ce qui s'est passé dans les années précédentes, en tirer les enseignements. Donc, il a une recherche historique de ce qui s'est passé sur cette arme. Et puis, il va y appliquer une approche très méthodique de la conception. Donc, il va dire, voilà les problèmes qu'on doit résoudre, et il va séparer les variables et traiter chacun des problèmes indépendamment, en prenant en compte ce qui s'est fait avant, un peu comme je vous l'ai présenté là, et puis ce qui ne se faisait pas jusqu'à présent. Il va avoir une approche méthodique aussi du besoin, c'est-à-dire qu'il va faire une vraie analyse du besoin, de qu'est-ce qu'il faut pour faire ce sous-marin. Et ça va avoir un effet direct sur les dimensions qu'il est nécessaire d'avoir pour ce type d'arme. Et puis, il va aller jusqu'à une approche méthodique
de la manière de construire, voire une approche méthodique, parce qu'il pense déjà à la manière de faire les essais. Et donc, dans ce courrier d'une 60aine de pages, entre 60 et 80, il décrit presque en avance de phase une démarche capacitaire complète. Et ça, c'est très, très surprenant parce que personnellement, c'est la première fois que je voyais dans ma culture maritime un vrai développement d'une démarche capacitaire, comme on l'entend aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que je parle un peu de révolution. Et c'est ce que je vous propose de regarder ensemble. Donc vous avez à droite, c'est la photo du sous-marin plongeur qui est aux photos de sa maquette, qui est au musée de la Marine. Alors, il y en a deux maquettes. Il y en a une au musée de la Marine de Rochefort et une au musée de la Marine de Paris. Avec au musée de la Marine de Paris, vous avez en plus de ça une maquette en coupe. Voilà. Donc l'amiral Bourgois, donc c'est l'homme que vous voyez à droite sur cette diapositive. Donc, il a une conception qui s'appuie, en effet, comme je vous l'ai dit, sur une synthèse historique et une vraie réflexion capacitaire. Donc, cette synthèse, c'est l'analyse critique des expériences précédentes, je vous l'ai dit. C'est la décomposition en fonctions élémentaires et puis une analyse des objectifs tactiques pour le dimensionnement. En fait, il va dire globalement, moi, ce que je veux, c'est empêcher les navires qui viennent détruire nos forts, attaquer nos côtes et les bombarder. Donc, la distance entre la côte et mon objectif, c'est tant. Donc, il faut que je puisse naviguer tant de temps. Donc, il faut que j'ai tant de réserves de propulsion, etc., etc. Et il va faire ça avec tous ses objectifs. Et il faut que ma réserve d'air puisse être comme ça. Et donc, il va tout décliner de façon et c'est vraiment orienté mission. Au préalable, les gens qui faisaient des sous-marins, ils pensaient pas comme ça. Ils disaient, bon, je vais faire un truc étanche et puis je verrai bien, et puis vienne que pourra, quoi. Là, on a une vraie construction. Alors ça ce qui est assez important, c'est que cette construction, elle naît en même temps qu'un organe qui est créé au sein de la marine, qui s'appelle le Conseil des travaux, qui est l'organe qui en fait décide de qu'est-ce qu'il faut fabriquer dans la marine, quel programme on lance. Et c'est à peu près, c'est sous le Second Empire que se matérialise ce Conseil des travaux. Et en effet, pour les convaincre, il faut passer sous les fourches codines de gens qui vont dire mais pourquoi vous faites ça, quel est le but, etc. Et quelle est l'utilité. Voilà. Donc ça va de pair. Et puis il va très loin parce qu'il donne des conseils pour la conduite de l'expérience sous-marine qu'ils vont faire. Ce qui est aussi une première. C'est-à-dire que, en fait, vous avez un des tout premiers exemples pour moi de dossier de lancement en réalisation d'un objet. Voilà. Alors, pour faire il va réussir à convaincre le ministère. À cette époque-là. Et le ministère, pour réussir à faire ça, le ministère de la Marine, va lancer en fait un concours auprès des différents arsenaux et voilà, un concours public, ce qui est un objet assez surprenant pour nous, mais très à l'époque, ça se faisait énormément. Et donc, à ce concours, il y a pas mal de gens qui répondent. Il y en a beaucoup casse les dents, voilà. Et puis un trouve avec la proposition de Bourgois. Même s'il avait été loin, il a fallu convaincre avec les plans. Et donc cet ingénieur, c'est Charles Brun. Et Charles Brun, il va imaginer une méthode de construction en fait qui est cohérente du besoin. Il va faire un bateau tout en métal avec des dimensionnements qu'il va vérifier. Il va contrôler tous les dimensionnements établis sur un coin de table. On va être par Bourgois. Et puis, surtout, il va dire, moi, ma problématique, c'est que cet objet que je dois construire, certes, il est tout en métal, donc c'est déjà assez révolutionnaire pour l'époque. Il n'y en avait pas tant que ça, des trucs tout en métal. Il y avait des bateaux en bois qu'on recouvrait de métal, mais il n'y avait pas beaucoup de bateaux tout en métal. Et il a une autre problématique, c'est qu'il faut qu'il pilote un chantier à la fois secret,
hein, parce qu'il est un peu, ils veulent pas trop dévoiler ce qu'ils font. Et puis extrêmement exigu. Et ça, il le mesure assez vite. Et il dit, moi, l'un de mes enjeux, finalement, ça va être de maîtriser un truc qui est assez gros, parce que c'est un sous-marin de 45 mètres de long. Donc, c'est la première fois. On change complètement de dimension par rapport à ce qui se faisait avant. Avant, on faisait des sous-marins le plus long faisait une dizaine de mètres, même pas. Donc, voilà. Et là, on passe à une autre taille, 45 mètres de long. Et donc, des problématiques de pesée qui finalement sont beaucoup, beaucoup plus fortes que ce qu'elles étaient avant. Et donc, il faut absolument qu'il traite ce sujet. Et donc, ça l'oblige à dire, mais ça veut dire qu'il faut que je maîtrise complètement le poids de tout ce que je mets à bord. Avant, on faisait au petit bonheur la chance, on faisait un truc et puis on mettait, il suffisait de pomper de l'eau, quoi. Là, il dit, oui, mais moi, si je me croûte dans mes calculs de poids, et si derrière, en plus de ça, je maîtrise pas mon poids, et donc il va mettre en place des techniques pour maîtriser le poids. Donc, chaque morceau de tôle, chaque objet qui sera mis à bord sera pesé, positionné sur un plan extrêmement précis, ce qui était pas vraiment, on faisait un peu de choses comme ça sur les bateaux de surface, mais pas poussé à ce point-là. Et puis, il s'appuie beaucoup sur une organisation de chantier extrêmement claire et méthodique, parce que le problème, c'est que quand le chantier est très exigu, avec plein de pièces, il faut savoir où vont telle pièce, où vont telle autre, etc. On n'a pas énormément de place pour travailler. Ça nécessite une grosse organisation de chantier. Et puis, il va imaginer et anticiper sur la conception du sous-marin tous les besoins nécessaires à l'expérience. En fait, le plongeur est un sous-marin à air comprimé, ce qui peut vous sembler assez fou, mais c'était un sous-marin qui avait d'énormes réservoirs dans lesquels on mettait de l'air comprimé et cet air se détendant dans une machine à vapeur un peu transformée, entraînait la propulsion, qui elle était à hélice, donc c'est le premier sous-marin à propulsion mécanique. Et cet air ensuite, il arrivait dans le bord. Et là, l'air dans le bord, la pression dans le bord, comme il était étanche, à peu près, devait normalement monter. Et en fait, l'idée, ça avait été de mettre des soupapes qui régulaient la pression à l'intérieur du sous-marin pour qu'elle soit globalement égale à la pression extérieure, ce qui peut poser des problèmes. C'est comme si en fait vous plongiez, que vous vous mettiez dans votre détendeur, hein, en gros. Voilà. Donc c'était l'idée de ce sous-marin. Et donc, fallait des compresseurs d'air pour pouvoir comprimer l'air comme le souhaitait et la quantité d'air comme le souhaitait Bourgois. Évidemment, ces compresseurs ne pouvaient pas rentrer dans le sous-marin. Et donc, il a fallu mettre les compresseurs sur un autre bateau. Et puis, du coup, il fallait une allège qui accompagnait, qui permettait au sous-marin d'avoir une autonomie. Et puis, il fallait du coup des appareils de manœuvre un peu particuliers, etc., etc. Voilà. Donc, c'est un homme qui, de ce point de vue-là, a réussi et ça n'a été faisable, je pense, que parce que cet ingénieur-là s'appuyait sur tout un arsenal, sur des bureaux d'études qui lui avaient fait des conceptions et puis sur des capacités de construction qui étaient sans commune mesure avec celles que pouvaient avoir des particuliers, parce qu'avant, toutes les expériences, c'était en fait des particuliers qui développaient leur propre entreprise. Voilà. Donc, il fallait un chantier. Alors, l'autre chose qui est notable avec ce sous-marin, c'est d'abord la réalisation de ces essais. Alors, c'est un bateau assez particulier parce qu'on a beaucoup de traces de tout ce qu'ils ont fait. Parce que comme il a été construit par un arsenal et qu'il était piloté par la marine, tout était enregistré. Les marins sont des notaires, ils notent tout. Et les arsenaux, c'était pareil. Et donc, on a presque semaine par semaine l'avancement
du chantier qui est rendu compte à l'état-major central. On a la description à chaque jour des essais réalisés. Donc, je vous ai mis des exemples des documents qu'on trouve, qui se trouvent d'ailleurs aujourd'hui en ligne sur le site du SHD. Enfin, pas tous, mais certains documents se trouvent en ligne. Voilà. Alors, l'autre chose notable sur ce sous-marin, c'est que comme c'est un gros truc quand même, et il fallait du monde à bord. Et pour avoir du monde à bord, il faut quand même pouvoir convaincre les gens de venir sur un sous-marin, un truc qui va aller sous l'eau, quoi. Et donc, tout au long de la construction et même des essais, ils ont toujours privilégié la sécurité. Alors ça, c'est pas du tout le cas aux États-Unis. Pendant la guerre de sécession, rien que pour le Hunley, si vous voulez, il a coulé. Enfin, ces sous-marins-là, ils ont coulé 4 fois ou trois fois, pardon. Ils ont fait des morts à la palanquée. Là, c'était pas du tout le cas. Là, le plongeur a coulé. Il faut en être conscient une fois, sans qu'il le veuille. Il y a même eu une entrée d'eau, mais ce sous-marin avait, lors de la construction, ils ont mis une cheminée pour les essais en immersion, il avait un canot de sauvetage, etc. Et lorsqu'on lit le compte-rendu d'essai, on voit tout l'intérêt et toute la façon dont ils ont eu de toujours essayer de privilégier et d'assurer la sécurité de l'équipage, dans le but, pas uniquement que ça marche, mais dans 2 buts. Être sûr que l'aventure puisse continuer, parce que s'il y a un accident, ils étaient à peu près persuadés que la marine arrêterait, un accident avec mort d'homme, je veux dire. Et puis l'autre but, c'était simplement, il faut convaincre les 13 bonhommes d'aller dedans, quoi. Et dans les 13 bonhommes, finalement, il y avait quoi? Il y avait plus les ingénieurs au début, mais c'est après. Il y avait un commandant qui était lieutenant de vaisseau, un second qui était un officier marinier, et tout le reste, c'était il y avait 3 engagés et tout le reste, c'était des inscrits maritimes, donc des gens qui n'étaient pas destinés à faire la guerre initialement. Voilà. L'autre particularité, c'est qu'en effet, pour privilégier cette sécurité, ils vont ouvrir ce qu'on appelle faire l'ouverture de domaine. Et ça, encore aujourd'hui, on voit que nous-mêmes, sous-mariniers, on le fait un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on va d'abord vérifier l'étanchéité à sec, puis après, on va la vérifier sous l'eau, puis après, on va faire petit à petit, on va s'enfoncer petit à petit dans le domaine et on va ouvrir le domaine, ce qu'on appelle le domaine immersion vitesse aujourd'hui. Et ils ont à peu près les mêmes techniques à l'époque. Et puis, l'autre chose très notable, c'est que ils ont organisé un recueil de données qui est phénoménal et qui servira par la suite. Voilà. Alors, en fait, c'est vrai, ce sous-marin, il n'y avait qu'un État qui pouvait faire cette expérience-là. Et c'est une expérience qui va être avortée, en fait pas avortée, mais elle va être menée presque jusqu'au bout, jusqu'à ce que le ministère se dise, mais bon, c'est bien, on a un truc qui bouge, qui va sous l'eau, mais de là à faire péter une mine qui est juste à l'avant sur l'éperon que vous voyez là, qui en fait c'est une mine déclenchée électriquement, de là à faire exploser ça juste à côté du sous-marin, alors que maintenant on n'est pas loin de pouvoir, si on mettait pas de bonhomme à bord et qu'on faisait le même chose mais plein d'explosifs, qu'est-ce qui est le mieux? Vaut peut-être mieux faire une torpille, quoi. Et donc, ils vont abandonner, enfin, le ministère ne poursuivra pas l'expérience et s'intéressera un peu plus aux torpilles à cette époque. Et puis après, il y aura malheureusement la guerre de 1870 qui fera que ça passera dans l'oubli. Et puis après, il y a la République qui dit tout ce qui a été fait sous le Second Empire, c'est pas très beau. Et donc, il faudra attendre 30 ans avant qu'on se replonge réellement, en tout cas au niveau de la France, sur un projet sous-marin. Alors, c'est des dimensions qui sont à l'époque hors normes, 45 mètres de long, voilà, une capacité de vitesse qui pouvait aller jusqu'à pas loin de 6 nœuds, ce qui est pour l'époque est beaucoup. Quand on pense que au mieux à la main avec un vilebrequin et des hélices, en s'y mettant à très nombreux, on pouvait au mieux aller à 2 nœuds. Là, voilà. Et puis ils vont rencontrer en effet des difficultés insoupçonnées qui vont en grande partie résoudre. Et l'une des difficultés qu'ils vont rencontrer la plus notable, c'est pas l'étanchéité,
c'est la capacité à se stabiliser sous l'eau. Voilà, parce que comme le sous-marin est très gros, par rapport à la capacité à pomper et à vidanger les réservoirs, eh ben, ils auront beaucoup de mal à le stabiliser. Et donc, le projet va être abandonné. Donc, mais pour autant, on voit bien qu'il a posé toutes les bases de l'avenir. Déjà, quand Bourgois, Charles Brun et le commandant du sous-marin font ces essais, déjà, ils pensent qu'à une chose, c'est à l'électricité. Ils savent très bien que l'électricité est un moyen de stocker de l'énergie et de la restituer, et ils aimeraient bien pouvoir mettre un moteur électrique sur ce bateau. Malheureusement, le moteur électrique, il n'existe pas à l'époque de ce navire, parce que le premier moteur électrique réellement utilisable, alors il y avait bien la roue de Marlowe qui permettait d'avoir un petit peu de mouvement, mais on est bien loin d'avoir un couple suffisant pour entraîner une hélice. Le premier moteur électrique digne de ce nom qui sera utilisé, il sera utilisé en 1866-67, soit un an et demi après l'arrêt des essais de ce bateau. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un prématuré. Voilà. Dernière photo, celle que vous voyez en bas à droite, c'est la boucle. Pour boucler la boucle, c'est les photos de Jules Verne. Donc là, vous avez la photo de Jules Verne telle qu'on le voit dans notre imaginaire, souvent, un homme barbu, etc. Et ça, c'est Jules Verne à gauche qui est jeune. Voilà. Donc, je pense que c'était intéressant de vous montrer ces deux photos parce qu'en fait, il est entre deux âges quand il écrit 20 milieux sous les mers. Et au-dessus de Jules Verne, vous avez une gravure qui représente l'exposition universelle de 1867. Alors, ça me semblait important de vous les présenter parce qu'en fait, la maquette que vous voyez en bas à gauche, elle a été présentée à cette exposition universelle qui est, à mon sens, l'une des plus grandes expositions universelles qu'on ait réalisées à Paris, qui est en grande partie, malheureusement, avec celle de 1900, enfin celle de la Tour Eiffel. Et donc, à cette exposition universelle est exposée la maquette du plongeur, est exposé l'appareil de Denerousse, qui est le premier appareil de scaphandre autonome. Et il y a aussi un truc extraordinaire, vous avez un phare qui a été construit pour cette exposition universelle, qui a éclairé Paris pendant près de 3 ans avant d'être démonté et d'être envoyé en Nouvelle-Calédonie. C'est le phare de la passe de la passe de Dimbéa, qui éclaire encore aujourd'hui, c'est le phare Amédée, qui éclaire aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie. Et à cette exposition universelle, en effet, non seulement sera présentée la maquette du plongeur, l'appareil de Denerousse, mais également les premiers moteurs électriques et un immense aquarium qui inspirera Jules Verne pour la description de la magnifique bibliothèque et de la magnifique verrière du Nautilus. Et puis, si vous faites un peu abstraction des gravures que vous avez vues dans le premier exemplaire de 20 milieux sous les mers, qui devait s'appeler initialement Le voyage sous les eaux, et que vous plongez simplement sur la description qui en est faite par Jules Verne, vous serez surpris, mais vous retrouverez le canot de sauvetage, la tourelle qui se trouve ici pour le capitaine Nemo qui lui permet de regarder à l'extérieur et de commander le mouvement du sous-marin. Vous retrouverez l'éperon qui permettait de faire exploser les navires. Vous retrouverez plein de choses similaires à cette fameuse maquette. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire et pour conclure que ça m'a tellement inspiré cette histoire de plongeur, cette bascule d'un univers finalement très expérimental, de l'innovation à l'univers que j'ai connu moi, et j'ai tellement été surpris par cet objet qui était le plongeur et les essais, ainsi que par la vie des gens à cette époque-là, que ça m'a inspiré un roman, et un roman qui est sorti au mois de juillet là, et pour lequel maintenant je sais que ça plaît. Voilà, et je suis très content d'avoir été au Festival Livre et Mer le week-end dernier, où j'ai eu un accueil super, et puis c'est pas fini. Donc voilà, c'est une belle aventure pour moi qui continue, une aventure sous-marine un peu différente, sous-marine et littéraire. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par ce roman, c'est facile, vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie, vous pouvez le commander en ligne. Vous pouvez venir aussi, j'ai une prochaine dédicace le 24
novembre à la librairie, au Café Librairie L'Instant à Paris, rue de Lourmel. Je serai aussi présent aux Journées de la DOSM parce qu'on m'a appelé aujourd'hui pour me dire finalement on voudrait que vous veniez. Voilà, je serai présent au Forum Innovation de Défense. Ah, c'est en train de s'éteindre. Voilà, et puis je serai et puis à d'autres festivals tout au long de l'année à venir. Voilà, pour présenter mon roman et raconter cette magnifique histoire. Voilà, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, je suis tout à vous. Alors, moi, François, le temps que d'autres posent leurs questions, vous pouvez utiliser le chat hein, pour poser des questions. Euh, Comment l'idée de raconter cette histoire sous forme de roman t'est venue et combien de temps ça t'a pris? Parce que tu as fait énormément de recherches quand on lit l'ouvrage. Alors, en fait, l'idée, elle n'était pas d'écrire un roman au début. Hein. L'idée pour moi, et l'intérêt, c'était d'abord touché par la curiosité intellectuelle, comme j'ai pu dire au début. C'est au bout du bout, mon vrai projet, c'est de reconstruire ce sous-marin, comme on a reconstruit les Hermione. Voilà. Donc, j'habite Rochefort, c'est la ville où a été construite l'Hermione. Il y a un besoin aujourd'hui dans cette ville de mener de nouveau un projet comme celui-là. Et le projet que je souhaite mener in fine, c'est la reconstruction de ce sous-marin. Pour ça, c'est compliqué. Il faut fédérer les envies, fédérer les passions, faire connaître cette aventure. Et au début, je m'étais dit, bon, à un moment donné, et puis rassembler plein d'informations. Donc, j'ai rassemblé toutes ces informations. Donc, c'était 2 ans de recherche qui n'étaient pas du tout dans l'objectif d'écrire un roman. Mais j'avais tellement de matériel et puis c'était tellement passionnant la vie que je trouvais des hommes, des femmes qui avaient construit ce truc-là, qui avaient fait ces essais, que je me suis dit, mais finalement, faut raconter cette histoire. Donc, soit je la raconte sous la forme d'un récit historique. Or, je suis pas historien, donc je pense que je finirai par dire des bêtises. Soit je la raconte avec un peu plus d'âme, avec peut-être un peu de roman, parce que dans le roman, il y a des choses fausses. Hein. Je suis pas du tout sûr que enfin bon, je vais pas raconter l'histoire maintenant, mais il y a des événements que je raconte que je sais pour lesquels j'ai délibérément pris quelque chose à l'envers, des choses à l'envers. Il y a voilà. L'idée c'était de faire passer surtout un message et une envie et une passion pour ce sous-marin. Et donc je me suis lancé dans l'écriture. Bon, alors, moi je suis pas non plus un grand littéraire, je suis scientifique quand on est sous-marinier. On est avant tout scientifique. Et puis, j'ai écrit une centaine de pages. J'ai demandé à un copain, dis-moi, c'est lisible, ça va ou puis ça lui plaisait. Donc il m'a dit, il m'a encouragé. Et puis après, à d'autres copains. Et puis de fil en aiguille, j'ai écrit 400 pages. Et puis après, j'ai demandé aux copains, ça vous plaît pas, c'est voilà. Et puis ça leur a plu. Donc, je me suis lancé dans une autre aventure, celle de trouver un éditeur. Puis, voilà, j'ai eu. Manifestement, ça devait être lisible parce que j'ai eu plusieurs réponses positives d'éditeurs. Et puis, j'ai choisi. Et puis c'est parti. Puis maintenant, c'est la promo. Maintenant, c'est une autre aventure encore. Voilà, mais puis je suis quelqu'un de passionné, donc voilà, donc je me lance à fond dans les trucs, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a dans l'audience d'autres des questions? Beaucoup de silence. Alors moi, j'aurais juste une autre question, s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, et je passerai ensuite la parole à Jean Amiot pour la clôture. Dans l'état actuel, à notre époque moderne, hein, est-ce que tu penses que nous aurions
un projet similaire, alors pas dans le domaine forcément du sous-marin, mais un projet complètement disruptif, innovant, qui pourrait se réaliser. Est-ce que nos conditions actuelles favorisent plutôt l'émergence de ruptures de ce genre-là, ou est-ce qu'on s'en est éloigné? Alors, c'est une question difficile à dire parce que, enfin, pour lesquelles, enfin, j'aurais du mal à répondre à ta question. Je pense qu'ils avaient une grande liberté, beaucoup plus qu'on en a aujourd'hui, et que ça, c'est favorable à l'émergence, on va dire, d'innovations disruptives. Pour autant, on a des méthodes aujourd'hui qui nous permettent peut-être d'aller plus vite dans certains domaines. Alors, elles sont très c'est vraiment difficile à dire parce que l'innovation est quelque chose qui évolue dans le temps. Vous savez, tu sais, il y a des cycles de Schumpeter, il y a plein de choses comme ça qui ont été théorisées et qui montrent que finalement, est-ce qu'on n'est pas en train déjà d'ignorer, est-ce que quelqu'un n'est pas déjà en train d'innover l'arme ou l'objet qui fera que tout a changé du jour au lendemain? C'est extrêmement difficile de le dire. Moi, ce que je constate, c'est que on était en pleine révolution industrielle à cette époque-là. Aujourd'hui, on est en plein dans la révolution de l'information, révolution qui est loin d'être terminée parce que on passe. Et pourtant, cette révolution de l'information, c'est presque, par certains égards, un chemin qui est aussi très ancien. Hein. Avant le téléphone, si tu veux, il y avait le télégraphe. Avant, il y avait le courrier. Et toutes nos sociétés sont toujours organisées autour d'un échange d'informations très, très important. Donc, c'est très difficile de dire, je pense, qu'on a évolué ou que c'est plus facile ou plus difficile qu'avant. Voilà. Moi, je suis très circonspect sur ça. On a beaucoup de choses à apprendre des anciens. Voilà. Et c'était aussi l'intérêt de faire un roman historique. Mais pour autant, on a aussi plein de choses qui sont notre avoir propre. C'est ce qu'on a fait et on vit dans un autre univers, quoi. Donc, je ne répondrai pas à ta question, en fait. Je suis incapable de le faire. Merci d'avoir partagé cette réflexion et quelque part ton questionnement et ta perplexité par rapport à cela. Un grand merci pour nous avoir fait voyager dans le temps sur cette épopée de la naissance d'une arme, de l'arme sous-marine. Il est 19h26, il n'y a pas d'autres questions, donc il est temps de passer la parole à Jean Amiot pour les mots de conclusion. Merci Valérie. Commandant, cher François, permettez-moi de vous féliciter et de vous remercier pour cette excellente exposé et conférence. J'ai tendance à dire cette maxime, le passé éclaire l'avenir. Et je suis persuadé que c'est la vérité. Rien ne prédestinait l'amiral Siméon Bourgois à devenir ce visionnaire d'un système d'armes sous-marin. Né à Thionville, fils d'un colonel d'artillerie, on aurait pu penser qu'il serait allé dans l'artillerie. Non, il a pris la marine. Malheureusement, ses descendants, son fils et son petit-fils, étaient officiers d'artillerie, sont revenus à l'artillerie. Je fais cette référence avec l'artillerie parce que nous avons, au niveau de l'armement terrestre, un autre visionnaire. Un peu plus tard, en 1915, il s'appelle le colonel Étienne. C'était un colonel d'artillerie et il a su imaginer tout l'ensemble scientifique
techniques, économiques, industrielles et opérationnelles autour du char, et qui est devenu aussi un système d'armes terrestres, le système d'armes terrestres le principal. Donc, véritablement, cette conférence m'a extrêmement intéressé, m'a réconforté dans les positions que je tiens sur l'histoire de l'armement en particulier. Vous avez su mettre en évidence un point extrêmement important, c'est le patriotisme. Comment le patriotisme est facteur de progrès et de progrès technologique. C'est rarement évoqué et je tenais véritablement pour tous ces éléments à vous féliciter et à vous remercier. Et puis, au plaisir de se voir au forum, hein, le 25 ou le 26 de ce mois. Merci.